De l'autre côté, pour passer un peu à l'attaque de Dallas, c'est vrai que on a eu un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire un manque de spacing et pas forcément que des très bons shooters très respectés. La différence, c'est qu'il y a eu un aspect de shot-making évident, où on a eu pas mal de role-players qui ont mis leur shoot, notamment sur la fin de série, c'était Derrick Jones Jr. qui a mis beaucoup de 3 points ou même des pull-ups un peu compliqués, mais notamment donc les 3 points, et puis le début de série, c'était aussi PJ Washington. Et voilà, ça a aussi fait la différence, le simple fait de mettre les paniers, hein, c'est quand même ça reste le but du basket et ça reste la fin du basket. Donc oui, sur le papier, Dallas n'avait pas beaucoup plus de respectabilité à 3 points, mais eux, ils les ont mis, les 3 points. Donc voilà. Ce qui fait aussi que, d'ailleurs, l'accès au panier a tout autant été bouché côté Dallas que côté OKC. Hein, c'est-à-dire que la défense de OKC a très bien bouché l'accès au cercle, comme Dallas l'a fait de l'autre côté du terrain. Mais le problème, c'est que le problème pour OKC et ce qui a été bien pour Dallas, c'est que eux, ils ont réussi ensuite à tout de même développer un peu du jeu, à faire tourner, à mettre les tirs, mais aussi à libérer des tirs dans le corner. Notamment, ça c'est un peu une stat que je trouve assez dingue et qui recoupe un peu avec ce qu'on a vu en match. C'est-à-dire que Dallas a obtenu des tonnes de tirs à 3 points dans les corners. Donc, ok, il y a un aspect de on met nos tirs à 3 points alors qu'on n'est pas que des shooters d'élite, ok. Mais il y a aussi un autre aspect un peu plus important de OKC a concédé beaucoup de tirs à 3 points dans les corners. Donc, pour vous dire, notamment, le percentile, le centile, le rang de leur performance en termes de fréquence de tirs à 3 points dans les corners concédés, Dallas a été dans le 66e centile, donc mieux que 66% des équipes et des matchs NBA, 66e centile, et puis ensuite 99e centile, match 2, 92e centile, 99e centile, 100e centile et 98e centile. Donc, Dallas a fait une série où ils ont pris des tonnes et des tonnes et des tonnes de tirs à 3 points dans les corners. Donc forcément, certes, il n'y a pas que des très bons shooters à 3 points à Dallas, mais un tir à 3 points dans le corner, c'est déjà un peu plus facile. Et en plus, ils les ont mis. Donc voilà, une attaque de Dallas qui a réussi à passer outre cet aspect de le cercle est bouché, l'accès au cercle est fermé. On arrive tout de même à obtenir des bons tirs. Notamment donc des tirs à 3 points dans le corner. L'autre aspect que beaucoup de gens ont retenu, et à mon avis, et qu'il faut noter, je trouve, à raison, c'est l'aspect où Doncic a beaucoup galéré. Et ça, c'est pas que de son fait, je veux dire, c'est pas juste il a été nul, il y a aussi un adversaire en face. Et je pense que c'est là-dessus où finalement Lou Dort a été extrêmement précieux parce que ça a permis, comme on l'avait expliqué, ça a permis à OKC de faire des drops, c'est-à-dire que Chet Holmgren a pu rester bas sur les écrans parce que en première rideau, on avait quelqu'un qui arrivait à gêner et à ralentir et à freiner avec à la fois la mobilité mais aussi la puissance qui réussissait à freiner donc Luka Doncic en sortie de l'écran, ce qui donc permettait à Chet Holmgren de rester bas, de protéger le panier et même d'empêcher la passe de lob dans le dos. Parce que quand tu restes bas, tu prives un peu Dallas de cette option qui est l'option favorite. Donc voilà, tout ça reposait aussi sur le fait que Lou Dort arrive à traverser l'écran et à revenir bien en position. Et je trouve qu'il a fait une excellentissime série. Hein. Donc oui, forcément, vous allez pouvoir sortir des highlights et des possessions où Luka Doncic score malgré tout. Oui, évidemment. Mais je trouve que cette bataille-là, pour le coup, elle a plutôt été gagnée par OKC. Hein. Dans l'ensemble, ce côté pick and roll, le pick and roll classique, Doncic plus un pivot, donc Doncic plus pivot versus Lou Dort plus Chet Holmgren. Au global, je pense que OKC a gagné un peu dans ce domaine-là. Et puis même, c'est aussi d'ailleurs pour ça que OKC a été tellement bon là-dessus que Dallas s'est mis un peu à développer des pick and roll avec d'autres personnes. Et notamment, donc, vu que ce pick and roll ne fonctionne pas forcément, on va développer des pick and roll avec d'autres, avec notamment des plus petits. Donc des pick and roll entre petits pour cibler soit Isaiah Joe qui a été pas mal ciblé, évidemment. Dès qu'on pouvait aussi, dès que ce n'était plus Chet Holmgren mais Jalen Williams, évidemment, on va le cibler puisque Jalen Williams est beaucoup plus fragile et friable défensivement que Chet Holmgren, hein, évidemment. Donc voilà, on ciblait aussi Jalen Williams dès qu'on pouvait. Mais donc aussi et surtout les pick and roll entre petits avec Isaiah Joe, avec SGA aussi, qu'on a aussi beaucoup tenté d'impliquer là-dessus, parce que en fait la stratégie elle est simple. OKC avec ces petits ne peuvent pas switcher. Pour le coup, Dallas, eux, de l'autre côté, en défense, ils ont absolument tout switché sans se poser de questions, mais parce que aussi, voilà, il n'y a que Irving, hein, il n'y a que Kyrie qui est un peu petit, mais les autres, voilà, Luka Doncic, c'est pas un bon défenseur peut-être, mais au moins il est grand, il est viable en défense, et en plus, il s'est pas mal donné. Donc voilà. Mais de l'autre côté, tu peux pas switcher, parce que SGA et notamment Isaiah Joe, et même d'autres, hein, même Josh Giddey, en fait, eux, ils sont friables sur l'un contre un. Donc je pense que la différence se fait là aussi. OKC n'a pas pu faire un switch-all absolu, ce qui fait que, voilà, forcément, quand tu impliques soit SGA, soit Isaiah Joe, et même d'ailleurs aussi Jalen Williams,
tu te retrouves sur des situations où, de facto, tu es obligé de faire un peu un 2 contre 1 sur le ballon. Voilà. Quand tu impliques, notamment prenons Isaiah Joe, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas faire un switch parce que sinon, c'est trop facile. Hein. Dès que Luka Doncic il obtient un switch, Isaiah Joe, il peut juste ressortir, pull-up à 3 points par-dessus la tête. Et puis il fait partir le tir comme il veut. Il n'y a pas de contestation assez efficace. Ou alors, même on a vu des fois où il avait le switch, il pouvait aller au panier, enfoncer rapidement et facilement jusqu'au panier sans contestation. Donc voilà. Donc, OKC ne pouvait pas switcher. Donc, il s'était obligé de faire soit un hard edge. Donc, je monte haut, je perturbe le porteur de balle avant de revenir sur mon attaquant. Ou alors simplement des trappes, des prises à deux un peu momentanées. Et derrière, on essaie de compenser. Mais sauf que, voilà, prise à deux sur Luka Doncic, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, on a vu même match 5, même pas que avec des gros, on a même vu au bout d'un moment, OKC s'est ajusté avec Chet Holmgren également. Chet a fini par faire des prises à deux en fin du match 5. Bon, voilà, on voit que Luka Doncic, il a la solution facile face à ces 2 contre 1 sur le ballon. Parce que 2 contre 1 sur le ballon, lui, il a la taille et le passing pour passer par-dessus facilement. Ensuite, Dallas, eux, ils ont les intérieurs, soit des intérieurs qui ont le passing sur short roll, soit quand tu fais des pick and roll avec des petits, des extérieurs qui ont aussi le passing en mouvement après avoir posé l'écran. Voilà. Et puis surtout, 2 sur le ballon, ça veut dire surnombre ailleurs. Si Doncic il a un 1 contre 2 sur le ballon au moment de l'écran, ça veut dire que Dallas, le reste du terrain, ils sont en 4 contre 3. Donc, en plus, Derek Lively ou Derek Jones Jr. ou n'importe qui posait son écran et recevait la balle, il était capable de faire la passe. Bon, voilà, t'as un décalage qui est offert, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça. C'est la bataille de cette série, c'est aussi jouer là. C'est-à-dire qu'en attaque, OKC n'a pas pu et n'avait pas toutes les armes pour punir des 1 contre 1, premièrement. Et puis surtout, de l'autre côté, la différence, c'est que Dallas a pu switcher absolument tous les écrans, alors que OKC en défense ne pouvait pas switcher sur tous les écrans. Et même switcher plus apporter des aides en tête de raquette ou des aides dans la raquette et au panier, même ça, il pouvait pas en fait. Parce que Kyrie et parce que Luka Doncic surtout, tu peux pas switcher et mettre un HDA ou mettre un Josh Giddey ou mettre un Isaiah Joe sur Luka Doncic. Pour moi, c'est la différence fondamentale. Ce qui fait que forcément, tu peux pas switcher, donc forcément, tu fais des 2 contre 1, donc forcément, ça libère des espaces et des décalages, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que voilà, l'accès au panier a été bloqué parce que derrière le 2 contre 1, il y avait une rotation dans la raquette qui était prête à compenser, évidemment, pour couvrir le rôle du pick and roll, ok. Mais donc, si tu ressors et que tu fais tourner extra passe, c'est là que tu trouves les fameux corners à 3 points. Les fameux tirs à 3 points dans le corner. La stat qu'on a évoquée tout à l'heure, ils en ont pris des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voilà, ça part aussi de là, c'est que soit tu switches et tu te fais punir sur le switch, soit tu ne switches pas et ensuite Dallas est capable de passer par-dessus et d'exploiter le décalage. Donc, premièrement. Deuxièmement, le shotmaking, on en a déjà parlé, shotmaking des stars, mais surtout shotmaking à 3 points des role-players. Mais bon, ça c'est pas très marrant tactiquement à décrire, c'est juste des mecs qui ont mis des tirs, ok, PJ Washington et Derek Jones Jr. notamment. Mais l'autre point tactique de cette série, le dernier, on va finir par ça, mais c'était le rebond offensif. Et c'était un point qu'on avait un peu souligné en preview, souvenez-vous, dans le sens où on disait, sur les stats de saison régulière, Dallas, c'est pas forcément une attaque d'élite au rebond offensif. Ok. Mais sauf que, premièrement, ils ont les armes, ils peuvent totalement le faire avec certains mecs, mais surtout avec une stratégie globale. Et deuxièmement, surtout que OKC n'est pas bon dans l'exercice. OKC, eux, c'est plutôt, d'ailleurs au niveau des stats, 29e sur 30 pour protéger le rebond défensif. Et donc pour empêcher les rebonds offensifs adverses. Donc, quand tu as à ce point une défense qui est friable au rebond, la stratégie, et la bonne stratégie de Jason Kidd, ça a été de dire, ok, ils sont pas bons, on va attaquer à 2, 3, 4 joueurs, le rebond offensif à chaque possession. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et donc, on a eu des tonnes et des tonnes de deuxième opportunité sur rebond offensif. Et pour vous dire exactement le rang de leur performance, encore une fois, 79e centile, match 1, donc mieux que 79% des matchs NBA en termes de rebond offensif sur ce match-là. 63e centile, un peu plus moyen, mais ensuite 84e centile, 73e centile, 41e centile, match 5, donc c'est la seule fois où ils ont été un peu en dessous de la moyenne, et puis match 6, 93e centile. Donc voilà, la faiblesse d'OKC sur ce rebond, elle s'est vue et elle a été exploitée par Jason Kidd. Donc vraiment, j'insiste, pour le coup, d'ailleurs j'ai pas parlé, mais j'en ai pas trop parlé, mais je trouve qu'en termes de diversité offensive, Jason Kidd a été meilleur que Mark Daigneault, alors que
avant la série, j'aurais dit l'inverse, mais finalement, qui a réussi le plus à apporter un peu de diversité, des sets différents, des systèmes différents, des manières d'attaquer différentes, bah, ça a été plutôt Jason Kidd que Danielt, qui lui est resté sur le même plan de jeu assez basique, où on va attaquer le mismatch et le pick and roll, alors que Jason Kidd, lui, il a sorti des systèmes en stagger, il a sorti des zoom action, il a sorti des post-up, il a sorti un peu tout, finalement. Donc, en attaque, Jason Kidd a un peu gagné ce match-up, pour moi, le duel de coach. Et puis donc, même au-delà de cet aspect de diversité tactique, il y a aussi le fait que Kidd, il a appuyé là où ça fait mal. Donc, notamment, le rebond offensif, qui a vraiment, pour moi, été un point clé de cette série. On pouvait l'espérer, c'était un point de bascule qu'on avait évoqué en preview, et qui effectivement a basculé côté Dallas. Donc voilà, pour résumer un peu cette série, on va dire spacing, OKC, pas capable de punir les 1 contre 1, notamment autre que le pull-up à mi-distance ou dans le périmètre. OKC, peut-être pas tout le temps assez de création de turnover et de transition. Pour le coup, je pense que Dallas a un peu gagné sur cet aspect de l'aspect un peu, l'aspect particulier. C'est-à-dire que Dallas, avec ses rebonds offensifs, ils en ont fait plus et beaucoup mieux que la transition, qui était le penchant de l'autre côté pour OKC. Voilà, Dallas a gagné avec ses rebonds offensifs et on a fait plus et mieux que la transition de OKC. Le switch de Dallas qui a été très fort, le manque de spacing et le on respecte pas les shooters, le manque de diversité tactique un peu et offensive un peu de la part d'OKC, la diversité tactique qu'on a vue plutôt côté Dallas, l'aspect de corner à 3 points et de extra pass et de faire tourner la balle côté Dallas. L'aspect aussi où OKC ne pouvait pas switcher sur Dallas, alors que Dallas pouvait tout switcher sans se poser de questions. Et puis aussi donc le rebond offensif et le shot-making des role-players. Voilà pour cette série qui, on n'est pas passé loin d'un match 7, ça aurait été sympa à voir, malheureusement pour OKC. Mais voilà pour cette série qui aurait été, je trouve, une des meilleures de ces playoffs 2024. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.